de vous accueillir, comme à d'habitude, à nos webinaires bi-hebdomadaires, non, pardon, bimensuels du risque. Donc, on a 2 webinaires par mois. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir une deuxième fois Maître Jean-François Girard, le spécialiste du droit de l'environnement, pour nous parler du régime provisoire de protection des zones inondables, les questions d'enjeux surtout ou d'interprétation. Je suis Manel, je serai l'animatrice de cette rencontre. Je vous prie, s'il vous plaît, comme à l'habitude, de fermer vos micros. Ça serait appréciable d'avoir vos caméras ouvertes, par contre, pour qu'on puisse communiquer. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Maître Girard, il va répondre aux questions après la fin de sa présentation. Je tiens à vous informer que malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas rester au-delà de 13 heures parce que Maître Girard, il a des engagements. Donc, nous sommes très heureux de l'accueillir encore une fois, une deuxième fois, après le webinaire de février, qui était vraiment un franc succès. Aujourd'hui, il revient pour nous parler encore du régime provisoire de protection des zones inondables qui est imposé par le Québec et entré en vigueur le 1er mars 2021, après près d'un an. 2022, pardon. Donc, Maître Girard vient aujourd'hui répondre à ces questions-là. Donc, Maître Girard, je tiens à le rappeler aussi qu'il est biologiste, avocat spécialisé en droit de l'environnement et en droit municipal. Il pratique au sein du cabinet d'avocats DHC Avocats, où il offre depuis 2002 une expertise particulière aux municipalités qui désirent relever des défis de développement durable et qui veulent aussi améliorer la qualité du milieu de vie et de leurs citoyens. Maître Girard, il a également été membre du conseil d'administration du Centre québécois du droit de l'environnement de 2002 à 2016 et y assumant la présidence de l'organisme de 2003 à 2013. Il fut auparavant employé responsable du secteur conservation et biodiversité de septembre 1998 à janvier 2002. Il en est aussi aujourd'hui le membre honoraire. En plus de publier des articles dans des revues spécialisées, il a rédigé plusieurs textes de doctrine et a participé à la rédaction d'ouvrages collectifs portant sur les questions environnementales. Il est actuellement auteur et directeur de l'ouvrage de doctrine L'environnement au Québec. Mais Girard présente aussi régulièrement des conférences et des séminaires de formation aux élus et aux groupes de citoyens dans les domaines de droit municipal et de l'environnement. Enfin, il est conférencier régulier dans le cadre d'événements concernant le monde municipal tels que l'UMQ, l'FQM, la Combec et la Comac, ou environnementaux comme les organismes de bassin versant et de conservation. Je réitère mes remerciements à Maître Girard pour le temps qu'il donne au risque, généreusement, et je vous souhaite une excellente conférence. Maître Girard, la parole est à vous. Alors, merci. Ça me fait plaisir d'être à nouveau avec vous. Si je me souviens bien, la première fois, on a discuté du régime provisoire de protection des zones inondables, des rives et littoraux. Même si on avait étiré un peu le temps alloué à la formation, on s'était dit qu'il y avait d'autres exemples pratiques dont on aurait pu discuter et d'où est née l'idée de faire une formation numéro 2. Et lorsque j'ai eu des discussions avec Mme Vermeulen, elle me dit il faut prévoir un cours. On ne recommence pas ce que j'ai donné la dernière fois. C'est un cours niveau 201. Donc, ce que j'ai pris sur moi de vous présenter et de discuter avec vous aujourd'hui de certains enjeux d'interprétation auxquels on a été confrontés là, dans les derniers mois à la suite de l'entrée en vigueur du régime provisoire de protection des zones inondables, des enjeux d'interprétation où, comme on va avoir l'occasion d'en discuter aujourd'hui, où semble-t-il qu'on ne s'entend pas entre le monde municipal, avec qui je travaille au quotidien, et le ministère de l'Environnement, donc les interprétations qui nous sont transmises à la suite de questions des gens dans les municipalités adressées au ministère de l'Environnement. On reçoit des interprétations. Malheureusement, il arrive plutôt régulièrement à mon grand désarroi qu'on ne soit pas en accord sur l'interprétation. Alors, moi, mon travail comme avocat, c'est fait partie de ma job d'interpréter les textes légaux et réglementaires. Alors, c'est ce que je vais vous présenter, notamment aujourd'hui. Assumant donc qu'on est vraiment dans un niveau 201 de cours aujourd'hui et
bon, comme dans toute chose, je ne reconnais pas nécessairement vos noms tous et chacun. Je ne sais pas si vous étiez là la première fois. Donc, je vais faire un bref retour sur certaines prémices de base liées à la mise en œuvre et en vigueur de ce régime provisoire. Mais c'est pas disons que c'est pas un retour aussi long ou une présentation aussi longue sur ces prémices-là que j'avais faite la première fois. J'assume qu'on a déjà parcouru ensemble ce chemin-là, puis peut-être que ça permettra juste aux nouveaux qui joignent à nous aujourd'hui de voir d'où tout ça origine. Alors, Sinon, l'origine de Maître ça. Girard, Oui, sinon pardon. on pourrait inviter aussi l'auditoire de revisionner votre webinaire du 10 février Tout à fait. dernier pour se mettre un peu en contexte si jamais ils n'ont pas participé à ce webinaire. Donc, vous allez trouver les deux sur la plateforme. Merci. Tout à fait. Désolée de vous avoir coupé. Ah, il n'y a pas de problème. Puis s'il y a d'autres choses, tu ne te gênes pas. Donc, tout ça origine effectivement de la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement des zones inondables, des lacs et des cours d'eau. Puis bon, pour les autres pouvoirs, là, c'est pas important, mais cette loi-là, qui est le chapitre 7 des lois de 2021, où le projet de loi 67, là, pour ceux qui s'en souviennent, propose effectivement une réforme en profondeur de la protection des zones inondables au Québec, réforme en profondeur qui a été rendue nécessaire à la suite des inondations de 2017 et de 2019, dont vous vous souvenez. Inondations qui avaient profondément marqué le Québec et qui a amené la plupart des intervenants à réfléchir à une nouvelle approche de protection des zones inondables. Donc, d'où cette proposition-là de la loi sur le nouveau régime d'aménagement des zones inondables, des lacs et des cours d'eau, mais on constate aussi, dans le fond, que ça a amené une réforme en profondeur de l'approche de protection des rives et des littoraux. Et c'est davantage sur les questions de rives et littoraux qu'on va se concentrer aujourd'hui parce qu'au quotidien, ça pose des questions de mise en œuvre des mesures de protection autour de nos lacs, de nos cours d'eau, qui étaient à l'époque liées à la politique de protection des rives que tout le monde connaissait et qui n'est plus. Encore une fois, la grande innovation, si on peut dire ça comme ça, de ce régime-là, c'est d'avoir abrogé la vieille et fameuse politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, dont la mort avait été annoncée par l'adoption du projet de loi 67, donc la loi sur les zones inondables, et qui a été confirmée au moment de l'entrée en vigueur, le 1er mars 2022, du règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, que je vais appeler pour les besoins de la cause aujourd'hui le règlement provisoire. Alors, à l'article 129 du règlement provisoire, ça confirme bel et bien l'abrogation de la PPRL-PI, comme on l'appelle affectueusement. Donc, disparu la PPRL-PI, on va voir brièvement quelques incidences de ce changement de régime-là aujourd'hui. Vous dire que même si tout ça est entré en vigueur 1er mars 2022, ce qui, vous me direz, ça fait déjà au-dessus d'un an, mais c'est relativement court dans la vie de pièces législatives, ben, il y a une première série de modifications au règlement, bon, REAFI, là, je le dis ici, donc règlement sur l'encadrement des activités en fonction de l'impact sur l'environnement et celui que j'appelle le RAMACH, donc le règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles. Alors, il y a des modifications qui ont été apportées à ces deux règlements-là. Ils n'ont pas modifié à ce jour le règlement provisoire. Mais où on est venu notamment remplacer les mots construction à l'article 38.11 par implantation.
où la notion d'alvar a fait son apparition dans le Ramach. Alors, un alvar est un milieu naturel ouvert, plat ou de faible pente et parfois recouvert de sol mince, caractérisé par des affleurements rocheux, calcaires ou dolomitiques, ainsi que par la végétation éparse, composé surtout d'arbustes, de plantes herbacées, de mousses capables de tolérer des conditions d'humidité et de sécheresse extrêmes. Alors, dans un tel milieu, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les courses, les rallyes et autres compétitions de véhicules motorisés sont interdits. Bravo, c'était que pure logique, je crois. Alors, voici des modifications qui ont été apportées donc récemment à ce régime-là, qui sont de plus ou moins d'importance. Mais on verra aussi qu'il y a des modifications qui sont actuellement proposées, qui ne sont pas encore entrées en vigueur, mais qui, elles, vont venir modifier le règlement provisoire. Donc, déjà, on est en train de modifier un petit peu le tir sur la mise en œuvre du règlement provisoire. Alors, ce nouveau régime provisoire de protection des rives et du littoral, quel est-il? Alors, évidemment qu'avec la disparition de la politique de protection des rives, c'est toute l'approche appliquée à la protection des rives, du littoral et des zones inondables qui est donc appelée à être modifiée. On est passé d'une approche basée sur l'occurrence de l'aléa. Donc, vous vous souvenez, là, 0-20 ans ou 20 ans, 100 ans, avec les zones qui étaient dessinées à une approche qui est basée maintenant sur le risque. Donc, si on regarde ça de façon visuelle, vous avez à gauche l'ancienne façon de faire avec la zone 0-20 ans en bleu foncé et la zone 20 ans, 100 ans en mauve. Donc, les deux limites étaient tracées en fonction de l'occurrence de l'aléa, alors que dans le régime à venir, qui n'est pas encore dont on ne voit pas encore poindre le nez, puisque, semble-t-il, Québec ne sont pas prêts à mettre en œuvre des mesures liées à cette approche-là basée sur la gestion des risques, où on trouvera, plutôt que une gestion en fonction de la récurrence de l'aléa, une gestion en fonction du risque qui prend d'autres éléments liés à la survenance de l'aléa en compte. Notamment, ça peut être la question de la profondeur d'immersion, la force des vents dominants, donc la force des vagues qui peuvent frapper une bordure de lac ou de cours d'eau ou un autre. Ça peut être la durée d'immersion. Alors, être immergé jusqu'à la cheville pendant 3 jours, vous comprendrez que ce n'est pas le même enjeu qu'être immergé jusqu'à la taille pendant 50 jours. Donc, ça fait partie des éléments qui seront éventuellement, puis là, exactement lesquels seront utilisés par le législateur, on l'ignore, mais chose certaine, c'est que ça va nous donner une cartographie basée sur le risque où les risques élevés, modérés et faibles, donc rouge, orange, jaune, seront pris en considération pour et négligeables. Là, les négligeables, c'est tout ce qui n'est pas dans les 3 premiers. Donc, vont être pris en considération pour établir une cartographie qui va être nécessairement différente de ce qu'on a connu. Alors, voilà sur la gestion des risques. Et c'est ce qui explique qu'on est dans un régime provisoire. Donc, le Québec voulait absolument mettre en œuvre un nouveau régime en attendant d'être prêt pour cette approche-là par gestion des risques. Donc, ce qui nous amène au règlement provisoire que l'on connaît. Les municipalités restent encore et toujours au cœur des mécanismes de protection de contrôle pour les rives et le littoral, comme au temps de la politique de protection des rives, sauf que, et c'est ça je pense, qui est le principal enjeu, puis comme ceux qui m'ont déjà entendu, je vous dis, enseigner ce régime-là, c'est probablement le plus grand défi pédagogique de ma carrière, parce que c'est d'une complexité inouïe. Pourquoi? Bien, auparavant, lorsqu'on voulait savoir quelles étaient les normes applicables en matière de gestion ou de protection des rives ou du littoral, ou des zones inondables, il suffisait pour le fonctionnaire municipal d'aller voir le chapitre correspondant dans le règlement de zonage
qui reprenait à peu près et généralement dans un copier-coller les dispositions de la politique de protection des rives. Mais tout était concentré à un seul endroit, alors que maintenant, ben, pour être capable de comprendre quelles sont les mesures applicables à une situation particulière, et comme vous le savez et vous l'avez probablement vécu, la réalité fait que les situations particulières sont d'un nombre incalculable. Hein. Chacun, à chaque fois que vous m'appelez ou que vous consultez vos avocats, vous avez toute une histoire différente avec des faits différents à nous rapporter. Et il faut conjuguer avec ces faits-là à travers une série de au moins 4 ou même 5 pièces législatives. Donc, commençons par la loi sur la qualité de l'environnement qui, normalement, dit dès que je m'approche du milieu humide ou hydrique, ça me prend une autorisation ministérielle en application de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement. Mais cette loi-là, l'application de cette disposition-là, elle est modulée par les dispositions, les 370 et quelques articles du REAFI, lequel va venir dire quelles sont les activités qui demeurent assujetties à l'article 22, mais aussi quelles sont les activités qui sont admissibles à une déclaration de conformité, donc qui ne sont pas, pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation ministérielle, et quelles sont les activités qui sont carrément exemptées de l'application de l'article 22. Et quant aux activités qui sont soit assujetties à une déclaration de conformité, soit exemptées, elles vont être en partie gérées par le RAMACH. Et de ces activités-là, on va le voir dans quelques instants, il y a certaines activités exemptées qui, elles, vont être attrapées par le règlement provisoire. Et au bout du compte, si on n'a pas trouvé aucune disposition dans ces 3 pièces réglementaires-là, ben, ça sera encore et toujours vos règlements d'urbanisme locaux qui vont servir de filet pour rattraper tout le reste. Puis on va en discuter plus particulièrement aujourd'hui, à savoir quel est le rôle de vos règlements d'urbanisme locaux. Fallait-il les abroger? Vous allez voir, la réponse est clairement non. Et bien sûr, sur les aspects de protection des zones inondables, littoraux et rives. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, ni plus ni moins, les municipalités assurent ainsi le relais du ministère de l'Environnement pour contrôler les activités qui sont exemptées de l'article 22. Et ça, c'est l'article 1 du règlement provisoire qui indique juste la chose suivante. Alors, le présent chapitre a pour objet d'établir provisoirement les mesures facilitant l'entrée en vigueur de certaines dispositions, blablabla. C'est pas ça qui est important. Je vous amène au deuxième alinéa. Donc, ça redit ce que je viens de vous expliquer sur la diapo précédente. Donc, en complément des règles prévues au règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles, édicté par le décret untel, le présent chapitre prévoit à l'égard, et là, tous les mots sont importants, à l'égard de certaines activités réalisées dans un milieu hydrique qui sont exemptées en vertu des dispositions pertinentes du RAFI. C'est ce qui est écrit ici, et qui va donc faire à l'égard de ces certaines activités exemptées, obligation d'obtenir une autorisation préalable auprès de la municipalité concernée. C'est pour ça que je vous dis que les municipalités assurent à certains égards le relais du ministère de l'Environnement dans l'exercice de surveillance et de contrôle des activités liées ou intervenant dans les milieux humides et hydriques sur leur territoire. Donc, et ça se traduit bel et bien à l'article 114 du règlement provisoire qui indique que les municipalités sont chargées de l'application des articles 1 à 19, sauf 14, 16 et 17 du règlement provisoire, et ce qui va nous amener à nous concentrer plus particulièrement sur l'application des articles 6 portant sur le littoral, 7 portant sur la rive et 8 sur les zones inondables du règlement provisoire. J'ajoute à notre compréhension à tous l'article 11 du règlement provisoire qui, demande aux municipalités, lorsqu'elles délivrent une autorisation en vertu du règlement provisoire, de s'assurer que ça respecte aussi les conditions qui sont applicables en vertu du RAMACH.
Alors, ce qui nous place dans la situation, dès qu'on travaille dans le règlement provisoire, il faut garder en tête les dispositions du RAMACH, et d'autant plus que le RAMACH impose aux municipalités de voir l'application de plusieurs dispositions du règlement. Et là, je ne reviens pas, ça faisait partie du cours 101. On a fait le survol de plusieurs de ces dispositions-là. Puis comme je vous avais expliqué, donnez-vous des moyens mémotechniques pour être capable de repérer rapidement dans le RAMACH quelles sont les dispositions dont l'application incombe aux municipalités, là, pour être sûr de ne pas se tromper. Et les interventions en milieu hydrique demeurent donc encadrées dans une approche qui s'inspire des normes minimales de la politique de protection des rives. Et pourquoi je me permets de dire ça, c'est que l'article 109 du règlement provisoire nous dit bel et bien qu'une référence à la PPRL-PI dans tout autre règlement ou loi est réputé être une référence au RAMACH. Donc, c'est l'article 109 du règlement provisoire qui dit ça, ce qui illustre bien qu'il y a une espèce de migration des principes et des normes de la PPRL-PI essentiellement à l'intérieur du RAMACH. Bref, les activités dans les milieux humides et hydriques sont dorénavant réglementées. Puis là, j'ai essayé, puis vous allez le voir là, au fur et à mesure que je vais développer la diapo, de présenter ça sous une espèce de forme d'échelle. Alors, je résume un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Dès on est confronté à une activité qui doit prendre place dans un milieu humide et hydrique, bien, premier réflexe, c'est il faut se dire que c'est assujetti à une intervention, c'est-à-dire à la délivrance d'une autorisation ministérielle. Mais encore une fois, je répète, cette disposition-là, l'article 22 de la loi, il est modulé, l'application elle est modulée par le REAFI qui détermine quelles sont les activités assujetties à l'article 22, admissibles à une déclaration de conformité ou exemptée. Du REAFI, je m'en vais vers le RAMACH, qui, pour l'essentiel, s'applique aux activités qui ne font pas l'objet d'une autorisation ministérielle sous l'empire de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Le RAMACH est ensuite complété lui-même par le règlement provisoire, lequel ne vise que certaines activités exemptées d'une autorisation ministérielle selon le RAFI, comme on en a discuté. Et à plusieurs égards, au bout du compte de tout ça, les règlements d'urbanisme locaux demeurent pertinents et en vigueur. Puis on va se donner des exemples aujourd'hui concrètement de ce que je suis en train d'expliquer là, en répondant à la question suivante. Les dispositions relatives à la protection des rives, littoraux et zones inondables encore existantes dans les règlements municipaux doivent-elles être abrogées? Pourquoi on se pose cette question-là? C'est que rapidement, lorsqu'on a pris connaissance d'une première version projet du règlement provisoire, comme on va le voir, ça semblait imposer une primauté absolue du règlement provisoire sur tous les règlements d'urbanisme locaux. L'article 109. Et là, j'insiste, on était dans le projet, donc bien avant la situation réelle qu'on vit aujourd'hui, mais je veux que vous compreniez d'où tout ça est parti. Et le monde municipal qui avait pris connaissance donc de ce projet de règlement provisoire et avait constaté le libellé de l'article 109 qui disait, conformément au premier alinéa de l'article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement, et à moins d'une disposition contraire, le présent règlement prévaut sur tout règlement municipal portant sur le même objet. Alors, pour les profanes, là, je vous explique que l'article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement, c'est une disposition de la LQE qui dit dès qu'il y a un règlement qui est adopté sous l'égide de la Loi sur la qualité de l'environnement, il prime sur tout règlement municipal portant sur le même objet. Donc, le règlement, ce qui veut dire, puis l'exemple classique, là, c'est soit le règlement sur les carrières et sablières, soit le règlement sur le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, le fameux Q2R22. Vous savez, si vous êtes dans le monde municipal, vous savez que particulièrement le règlement sur les carrières et sablières, il couvre tous les aspects réglementaires possibles et imaginables,
Puis je vous le dis, pour avoir déjà essayé de trouver des angles pour adopter des règlements municipaux portant sur ce sujet-là, j'en ai pas trouvé. Donc, quand même qu'une municipalité aurait des mesures applicables en matière de carrière et sablière dans ses propres règlements d'urbanisme locaux, ben, ces dispositions-là s'écartent, s'éteignent devant les dispositions du règlement provincial. Donc, c'est ça la primauté de la réglementation provinciale. Et devant un texte comme celui-là, l'article 109, ben, on anticipait effectivement la disparition des dispositions des règlements municipaux portant sur la protection des rives, littoraux et zones inondables. Finalement, la version finale du règlement avec laquelle on vit aujourd'hui, elle est beaucoup plus nuancée parce que, et là, constatons qu'est-ce que nous dit l'article 117 du règlement provisoire à ce sujet-là. Il nous dit l'article 118.3.3 de la loi sur la qualité de l'environnement ne s'applique pas à une municipalité. Alors, c'est un petit peu, c'est légiféré à l'inverse, là, ou au contraire, d'habitude, c'est 118.3.3 s'applique dans les situations X. Maintenant, donc, il nous dit que ça ne s'applique pas. Et là, on va se concentrer particulièrement aujourd'hui sur, excusez-moi, je suis allé trop vite, sur donc, excusez, ne s'applique pas à une municipalité qui réglemente sur l'une des matières suivantes pour l'application du règlement concerné ici, donc le libre écoulement de l'eau. Et on sait que nos MRC ont cette compétence-là exclusive de réglementer la gestion des cours d'eau relativement de façon à favoriser le libre écoulement de l'eau. Mais vient nous dire ici l'article 117, à l'exception des ponceaux visés aux articles 6 et 7. Je vais expliquer ça davantage dans quelques instants, mais on sait que, encore une fois, dans les MRC, gérer le libre écoulement de l'eau, réglementer le libre écoulement de l'eau, a amené les MRC à réglementer la pose de ponceaux dans les cours d'eau, parce qu'un ponceau mal installé dans un cours d'eau va finir par gêner le libre écoulement de l'eau. Donc, les MRC, pour la plupart, ont des dispositions relatives à l'installation, la mise en place de ponceaux dans les cours d'eau. Donc, ça va faire partie des éléments qu'on va discuter aujourd'hui. Mais donc, on est ainsi placé devant une disposition qui, vous voyez, là, puis là, ça s'adresse aussi ou ça concerne également des règlements relatifs à la gestion de la végétation dans la rive, à l'aménagement de sentiers ou d'escaliers permettant l'accès à l'eau. Puis je passe par-dessus le 4, là. Mais donc, le législateur a prévu qu'à certains égards, vos règlements demeurent tout à fait valides. Les règlements locaux demeurent tout à fait valides. L'article 3.1 du RAMACH reprend la même approche en disant que le RAMACH ne s'applique pas, c'est-à-dire le 118.3.3 ne s'applique pas au RAMACH. Ce qui veut dire que vos règlements d'urbanisme ou vos règlements municipaux ne sont pas assujettis, ne s'effacent pas devant les dispositions du RAMACH, sauf, nous dit l'article 3.1, à l'exception des dispositions qui s'appliquent à une activité assujettie à une autorisation municipale en vertu des articles 6, 7 ou 8 du règlement provisoire. Et l'article 2.1 du RAFI prévoit la même chose. Donc, dans tout ce régime-là où initialement on annonçait que toute la réglementation municipale s'effacerait devant le régime provincial, ben c'est pas mal plus nuancé parce que le législateur est venu faire une espèce de mosaïque dans ce domaine où il laisse la place aux municipalités pour adopter des règlements et ça va même jusqu'à le dernier alinéa de l'article 4 du RAMACH qui prévoit qu'on peut réglementer plus sévèrement la largeur de la rive. Donc, on sait que le RAMACH impose des rives de 10 à 15 mètres, comme le faisait la PPRL-PI. Mais une municipalité qui dit chez nous, la rive a partout 15 mètres, peu importe la déclivité de la pente, ou a partout 30 mètres, ça pourrait se faire. Ben, ça sera cette norme-là qui s'appliquera sur le territoire de cette municipalité, vu le dernier alinéa de l'article 4 du RAMACH. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça?
dans cette, je dirais, à la vue de cette mosaïque-là de mesures réglementaires, ben, j'aime ça qu'on revienne à la base, puis keep it simple, là, and stupid, si vous voulez. Là. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'essentiellement, 118.3.3 ne trouve véritablement application qu'à l'égard des articles 6, 7 et 8 du règlement provisoire. Et on va voir que ça ne règle pas tout une fois que j'ai dit ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait des dispositions des règlements municipaux qui portent sur la protection des rives, littoraux et zones inondables? Je vous le dis formellement, et entendez-moi, là, elles doivent être conservées. Elles doivent être conservées, puis je vais vous expliquer davantage quand on va discuter de qui s'occupe des délinquants là, sur votre territoire, pourquoi vos mesures réglementaires, elles demeurent essentielles. Bien sûr, s'il peut être pertinent d'y apporter certains ajustements, je vous dis que ce n'est pas absolument nécessaire parce que, dans le fond, s'il y a conflit entre vos dispositions et les dispositions du réglementaire provincial, notamment au niveau des articles 6, 7 et 8 du règlement provisoire, ben, on peut comprendre que l'article 118.3.3 s'applique de facto. Donc, il ne peut pas y avoir de conflit si on est confronté à une telle situation, puis vous me demandez quelle disposition prime l'une sur l'autre, bien, à chaque fois, je vais vous répondre, c'est le règlement provincial qui va devoir primer. Alors, et ça, c'est l'application même de la loi qui le prévoit. Donc, si je me résume, là, touchez pas à vos règlements pour le moment. Attendons de voir le régime final, le régime permanent, pour être capable de faire des ajustements en fonction de ce qui va être notre réalité, je dirais, réelle pour les prochaines années. Une fois le régime provisoire, qu'on aura passé à travers le régime provisoire. Et comme je vous dis, bien, effectivement, puis je vais faire la démonstration, les dispositions des règlements municipaux continuent à assurer la protection des rives, littoraux et zones inondables sur leur territoire. Et dans la mesure où on constate au final que le RAFI et le RAMACH ne jouent que partiellement ce rôle en assujettissant la réalisation de certaines activités à un contrôle préalable par la délivrance d'autorisation. Alors, certaines activités exemptées par le RAFI doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par les municipalités locales, et ce qui m'amène à aborder un des sujets principaux d'aujourd'hui, qui doit agir en présence d'un comportement délinquant. Parce que ça fait partie des enjeux. Si ce n'est pas couvert par le RAFI, donc, ce n'est pas exempté de l'application de l'article 22. Donc, est-ce que ça tombe dans la cour du ministère de l'Environnement? Donnons-nous un exemple concret. Par exemple, ici, on est en présence d'une bordure boisée le long d'un lac. Là, vous voyez, il y a un vieux chalet. Il y avait une permission de démolition du chalet. Mais bien sûr que à l'époque, il fallait, encore aujourd'hui, il fallait conserver, là, c'est une bande de 15 mètres qui s'applique. Or, le propriétaire du terrain, une fois après avoir démoli le chalet, a fait ça. Ce qui est une atteinte grave à l'intégrité de la bande riveraine qu'on est supposé conserver. Et la question que je vous pose aujourd'hui, ben, qui doit intervenir dans une situation comme ça? Donc, en matière de contrôle des délinquants. Et faisons l'exercice ensemble. Si je cherche dans le RAFI, parce qu'on est dans une situation où, bon, on intervient dans le milieu hydrique. Hein, la bande riveraine, là, ne vous méprenez pas, gardez à l'esprit que la bande riveraine est partie du milieu hydrique. Donc, même si je suis sur la terre ferme, je suis quand même dans le milieu hydrique et je suis dans la rive. Et là, je vais aller voir dans le RAFI quelles sont les dispositions qui traitent d'activités ou de travaux réalisés dans la rive. Et on trouve ces dispositions-là à l'article 339 et 340. Et je vous soumets. Vous pouvez faire la lecture de ces dispositions-là, mais rapidement, je vous soumets qu'aucune des dispositions ou des mesures qui sont indiquées ici aux articles 339 et 340 couvre une telle activité. Donc,
si je fais le raisonnement suivant, si ce n'est pas couvert par le RAFI, donc ce n'est pas une activité exemptée au sens de l'application de l'article 22, est-ce que ça veut dire que ça prend un certificat d'autorisation? Alors, ce type d'activité, raser toute la végétation dans une rive qui n'est pas exemptée l'obligation d'obtenir une autorisation ministérielle en application de l'article 22. Et donc, s'il ne l'a pas obtenu, est-ce que ça veut dire que le ministère de l'Environnement va intervenir à l'encontre d'un tel délinquant? Si vous pensez, merci Manel de rigoler. Si vous pensez que le ministère va venir vous aider sur ce type de dossier-là, ne vous bercez pas d'illusions. Non, le ministère ne va pas intervenir en pareille situation. En fait, il est vraisemblable que ce type d'intervention incombe encore et toujours aux municipalités. Et là, pour m'en convaincre, je me suis rappelé, et souvenez-vous, au temps de la politique de protection des rives, l'article 165.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui disait 165.2, je constate qu'il y a une erreur là, ici, 165.2, qui disait donc, si le ministre de l'Environnement est d'avis qu'un règlement de zonage de lotissement de construction d'une municipalité ne respecte pas la politique du gouvernement, disait à l'article 2.1 de la loi sur la qualité de l'environnement ou n'offre pas compte tenu des particularités du milieu, etc., il peut demander à la municipalité de le modifier. Okay? Donc, ça, c'était la mesure par laquelle le gouvernement gardait un droit de regard sur les règlements municipaux locaux à l'époque de la politique de protection des rives pour s'assurer que au minimum, les règlements d'urbanisme locaux respectaient les normes de la politique de protection des rives. Alors, la disposition, la politique étant disparue, je me suis posé la question, qu'est-il advenu de l'article 165.2 en me disant, quand je suis allé commencer à fouiller, en me disant, ben, ils doivent l'avoir abrogé, puisque la politique n'existe plus. Ben non. Le libellé de l'article 165.2 a été modifié par l'article 20 du projet de loi 67, là, notre projet de loi dont on parle depuis le début, là, qui est donc le chapitre 7 des lois de 2021. Et il a été modifié et il devrait se lire comme suit maintenant. Si le ministre de l'Environnement est d'avis qu'un règlement de zonage de lotissement ou de construction d'une municipalité n'offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des milieux humides et hydriques, il peut demander à la municipalité de modifier s'il juge opportun. Donc, c'est bel et bien l'illustration que vos règlements d'urbanisme locaux demeurent pertinents, en vigueur, et non seulement vos règlements doivent encore couvrir ce qu'ils couvraient auparavant sous l'égide de la politique de protection des rives, c'est-à-dire des mesures de protection des rives littorales et zones inondables qui ne seraient pas par ailleurs déjà traitées par le régime provincial provisoire dont on discute depuis le début. Alors, c'est bel et bien là la démonstration je dirais par 1 plus 1 égale 2, là, du fait que vos règlements doivent demeurer en vigueur et doivent encore tenir ou comprendre des dispositions liées à la protection des rives littorales, des plaines inondables, des zones inondables, dispositions que vous aurez à mettre en œuvre lorsqu'il y a des délinquants. Pour ceux qui voudraient aller vérifier sur le site des publications du Québec, l'article 20 du projet de loi 67 n'est vraisemblablement pas encore entré en vigueur, puisqu'il doit entrer en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu des paragraphes 10 et 11 de l'article 46.0.22 de la loi sur la qualité de l'environnement, ce qui ne semble pas avoir été fait par le législateur. Et là, je vous dis, ne semble pas avoir été fait parce que je ne me suis pas tapé la recherche dans toutes les gazettes officielles pour savoir si c'est le cas. Puis il n'y a personne, à chaque fois que j'en parle, il n'y a personne qui a levé la main pour me dire « Non, non, Jean-François, au contraire, ils ont adopté ce type de règlement-là. » Bref, j'assume, et d'autant plus que sur le site des publications du Québec, c'est l'ancien libellé de l'article 165.2, sans le bout raturé qui est encore inscrit
illustrant bien que la modification n'est pas entrée en vigueur. Alors, mais tout ça pour vous dire, ça ne change pas ma conclusion, à savoir que vos règlements demeurent encore valides, pertinents et applicables sur votre territoire comme étant l'espèce de filet de sécurité ultime ou le filet réglementaire ultime pour attraper les délinquants lorsqu'il peut y en avoir sur votre territoire. Se pose ensuite un enjeu important lié à le contrôle relatif à la pose de ponceau. Parce que s'il y a un sujet qui semble déranger à l'heure actuelle, ben, c'est bien celui-là. Alors, rappelons que l'article 117 du règlement provisoire prévoit que l'article 118.3.3 de la LQE ne s'applique pas à une municipalité qui réglemente le libre écoulement de l'eau, à l'exception des ponceaux visés aux articles 6 et 7. Et là, je vais mettre à l'écran. Manel, tu me diras si ça fonctionne. Je peux-tu? Non, je pense qu'il faut que... Attends, je vais essayer de le passer devant. Non. Juste un petit instant, il faut que je diminue. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, voici mon outil de travail. Est-ce qu'on voit le tableau, Manel? Oui, oui, on le voit bien. Bon, donc, ceux qui ne connaissent pas, voici mon outil de travail pour être capable d'avoir une certaine cohérence puis de comprendre comment ça fonctionne entre le règlement provisoire. Alors, les 3 premières colonnes, vous avez les articles 6, 7 et 8 du règlement provisoire et c'est donc un tableau synthèse des dispositions du régime transitoire dont l'application relève des municipalités. La 4e colonne sont les dispositions du RAFI auxquelles le règlement provisoire renvoie expressément. Et la dernière colonne, les dispositions du RAMACH dont les municipalités doivent tenir compte pour l'un et l'autre ou l'autre sujet qui sont abordés par les articles 6, 7 et 8. Alors, comme vous voyez, là, si on regarde ici la construction de chemin, évidemment, un chemin, ça s'applique lorsqu'on essaie de le construire soit en rive ou en zone inondable. Et vous voyez donc que et l'article 7, paragraphe 1 ou 8, paragraphe 1 renvoie à l'article 325 du RAFI. Alors, d'un seul coup d'œil, vous avez accès à l'article 325 dans la colonne qui suit et en même temps aux articles du RAMACH qui traitent de ce type de travaux-là, donc construction d'un chemin. Alors, moi, je pense que moi, c'est la façon dont j'arrive à me comprendre là, dans ce dédale réglementaire. Et là, si on va à la pose de ponceau, ben, vous avez donc l'article 6 relatif, excusez-moi, au littoral et l'article 7 relatif à la rive du règlement provisoire qui traite de ponceau. Alors, souvenez, là, je vous demande de faire de mémoire. L'article 117 du règlement provisoire dit 118.3.3 de la loi s'applique, sauf dans les cas où il y a un règlement sur le libre écoulement des eaux, à l'exception des ponceaux visés aux articles 6 et 7. Alors, si on regarde les articles 6 et 7, on constate que les ponceaux dont il est question, c'est les ponceaux de 1,2 m de diamètre à 4,5 mètres. Alors, et vous le voyez, là, on voit ici, là, soit à 6 ou soit à 7. Donc, c'est bel et bien les ponceaux dont le diamètre va de 1,2 à 4,5. Ce qui va nous amener à nous poser des questions sur les ponceaux qui sont plus grands ou plus petits que les diamètres qui sont ici proposés. Alors, je viens de le dire, le règlement provisoire traite des ponceaux dont le diamètre est de 1,5 à 4,5. Quant aux ponceaux de plus de 4,5 mètres, ben, ça ne nous inquiète pas dans le monde municipal parce que ça relève carrément et complètement de la compétence du ministère de l'Environnement. Donc, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les ponceaux de moins de 1,2 mètre de diamètre. Et là, on a reçu parce que la question s'est posée. Oui, Manel, je pense que tu veux-tu intervenir? Ton micro est ouvert. Ou s'il y a quelqu'un? Non? Parfait. Donc, la question s'est posée, évidemment, dans le monde municipal, à savoir, on fait quoi avec les ponceaux de moins de 1,2 mètre?
Et réponse du ministère de l'Environnement, nous vous confirmons que le régime transitoire vise à ce que les municipalités ou MRC ne délivrent pas de permis pour les ponceaux d'une ouverture inférieure à 1,2 m, malgré l'article 117, paragraphe 1. Là, évidemment, ils disent, si vous le faites, il faut s'assurer que ça respecte les conditions de l'article 327 du REAFI, etc., etc. Je ne sais pas quoi vous dire face à une telle réponse du ministère de l'Environnement, sinon que moi, ça me fâche. Parce que je pose la question, en fait, posons-nous la question, puis je ne sais pas si vous avez des réponses à me donner, mais est-ce que la pose de ponceau de moins de 1,2 m est une réalité dans le monde municipal? Et lorsque j'ai posé la question, notamment aux gens de l'AGRCQ, qui sont les gestionnaires de cours d'eau de MRC, ils doivent être au courant un petit peu de leur réalité, ils m'ont répondu, ce qu'on fait le plus et ce qu'on gère le plus dans notre quotidien, c'est les ponceaux de moins de 1,2 m. On fait quoi là, avec ça? Là? Ah, dans mesure où moi, on me dit que les MRC, ça fait partie de leur réalité au quotidien, mais je pense qu'en dessous de 1,2 m, les MRC ont conservé leur pouvoir réglementaire à ce sujet. Et l'article 117 du règlement provisoire, qui prévoit la primauté du RAFI sur les ponceaux de 1,2 m à 4,5 m de diamètre, mais autrement, le REAFI ne prime pas sur les règlements municipaux, sauf en ce qui concerne les articles 6, 7 et 8 du règlement provisoire, comme on l'a vu. Alors, par conséquent, les MRC conservent leur pouvoir réglementaire à l'égard des ponceaux de moins de 1,2 m. Et d'autant plus que lorsqu'on va étudier l'article 327 du REAFI, on constate que ça ne couvre pas tous les aspects relatifs à la pose de ponceaux. Notamment, en est-il ainsi des exigences relatives au dimensionnement des ponceaux, alors, savoir le calcul préalable du dimensionnement par un ingénieur, en l'enfouissement du ponceau dans le lit du cours d'eau, hein, le radier, là, il doit être enfoui à quelle profondeur dans le ponceau, dans le lit du cours d'eau. Les MRC réglementent ce type de considération-là aux matériaux qui sont utilisés dans la confection des ponceaux ou à la forme des ponceaux. Le RAFI, là, il ne traite pas de ces enjeux-là. Alors, ça m'amène encore à renchérir du fait que je pense que les MRC ont conservé leurs compétences réglementaires quant à ces sujets. Et j'en veux, par exemple, le règlement régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux, des cours d'eau de la MRC Pierre de Sorel. Alors là, on est dans la vraie réalité. C'est un vrai règlement. Ce n'est pas des hypothèses. Et voici ce qui est réglementé par la MRC. Alors, article 8 de ce règlement-là. Un ponceau à des fins privées peut être de forme circulaire, arquée, elliptique, en arche ou carré. Pour autant, et de toute autre forme, pour autant que son dimensionnement respecte la libre circulation des eaux. Et le ponceau peut être construit en béton, en acier ondulé galvanisé, etc., etc. Toutes des choses avec lesquelles vous êtes probablement familières, mais qui, encore une fois, constatons, ne sont pas gérées par le RAFI. Même chose, article 9. Le dimensionnement d'un pont ou d'un ponceau à des fins privées dans un cours d'eau doit être établi par des plans de vie signés et scellés par un ingénieur. Rappelez-vous que les ponceaux En fait, le RAFI gère, juste un petit instant pour être bien précis, là. Oui, c'est ça. Je vais remettre une disposition du RAFI à l'écran. Si on regarde l'article 327 du RAFI, c'est peut-être un petit peu petit, je vais vous le grandir. L'article 327, là, regardez, là, il ne traite que des ponceaux d'au plus 4,5 m en disant qu'ils sont exemptés. Donc, tout ce qui est de 4,5 m à en dessous, manifestement, le ministère ne s'en soucie pas. Alors, ce qui nous ramène dans la cour des MRC. Alors, les conditions de longueur, ça, c'est une chose, mais je veux davantage attirer votre attention et vous voyez, ils sont très succinctes, les conditions, là. Une question de longueur, une question de maximum de conduit, hein, ça peut être 2 conduits. Le ponceau est recouvert d'un remblai d'au plus 3 mètres d'épaisseur et les travaux sont réalisés soit de 9 mètres en amont ou en aval. Mais
Donc, on voit bien que ça ne gère pas un paquet d'autres considérations qui sont par ailleurs traitées par les règlements locaux, donc, ou de MRC. Je reviens à ma présentation. Manel, on voit bien la présentation? Donc, l'importance d'avoir des calculs faits par un ingénieur au préalable. Et là, voici les normes d'installation qui sont traitées, là, sans modifier le régime hydraulique du cours d'eau. Ensuite, de plus, si le ponceau est un conduit fermé, le radier du ponceau doit être sous le niveau du lit du cours d'eau selon l'acte réglementaire, soit l'évaluation du lit réglementaire de moins de 10 %. Bref, encore une fois, vous voyez que ce sont des sujets qui ne sont pas traités par le règlement, le RAFI. Bref, moi, je pense que ces enjeux-là, traités dans un vrai règlement sur le libre écoulement des cours d'eau de la MRC de Pierre de Sorel, ben, demeurent en vigueur malgré le régime provisoire, etc., etc. Et là, je constate, et on a porté à mon attention tout récemment, puis je vous le disais en introduction, que il est actuellement proposé de modifier l'article 117, paragraphe 1 du règlement provisoire de façon à y retirer la référence au diamètre des ponceaux, de sorte que on retirait carrément de la compétence des MRC toute la question des ponceaux. Encore là, je ne vois pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, je ne vois pas quel est l'intérêt du législateur à s'occuper des ponceaux de moins de 1,2 m, puis surtout lorsqu'ils nous disent un petit peu comme si ça n'existait pas, alors que ça fait partie de la réalité concrète avec laquelle conjuguent les MRC. Alors, si c'est le temps d'intervenir auprès du ministère, là, ben, voici des choses ou des questions que vous devez poser. Et pourquoi? Bon, encore une fois, là, puis j'aime bien, c'est tiré de l'argumentaire des gens de la GRCQ qui nous disent, ben, effectivement, il y a des enjeux liés à la gestion des ponceaux de petite dimension, notamment parce que la littérature scientifique montre que si on gère ça tout croche, ben, ça va entraîner des conséquences sérieuses sur, le libre écoulement des eaux, la qualité des eaux dans ce type de cours d'eau-là, la libre circulation des poissons, etc., etc. Donc, je comprends mal l'intérêt du ministère. S'il y a quelqu'un qui veut venir nous l'expliquer éventuellement, ça va nous faire plaisir de l'écouter. Mais manifestement, avec le peu d'informations qui ont été portées à notre connaissance à ce jour, une telle mesure-là va juste encore jeter plus de bordel au sein de nos administrations municipales. J'aborde aussi la question de la traverse des cours d'eau, là aussi pour illustrer comment on a peu d'informations ou peu de critères dans les règlements provinciaux. Donc, une question sur l'article 21 du RAMACH pour la traverse d'un cours d'eau avec un ponceau, si le cours d'eau possède également un milieu humide ouvert sur celui-ci. Alors, ça aussi, ça fait partie des discussions que j'ai eues avec des gens du monde municipal. L'article 21 du RAMACH mentionne qu'un ponceau ne peut réduire la largeur du cours d'eau de plus de 20 %. Or, selon la méthode de détermination de la limite du littoral du gouvernement, le littoral du cours d'eau inclut également le milieu humide. Et là, je vais référer à l'image que vous connaissez toutes dans les documents du ministère de l'Environnement. Je la mets à l'écran. Donc, vous vous souvenez, on a tous déjà vu cette image-là. Là. Comment délimiter le littoral, les rives et les zones inondables? Bien, effectivement, la limite du littoral, elle peut être plus large et va inclure les zones inondables ou les milieux humides à certains égards. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que lorsque vient le temps de poser un ponceau, est-ce qu'on doit s'intéresser seulement au lit d'écoulement ou il faut considérer l'ensemble de la largeur du cours d'eau? Et voici ce que nous répond le ministère à ce sujet. Donc, moi, ben, c'est ce que je viens de vous dire. Là, seule la largeur du lit d'écoulement
du cours d'eau doit être pris en compte pour les fins de la pose du ponceau, mais le ministère dit qu'il faut tenir compte de la présence du milieu humide et l'inclure dans le calcul de la largeur du cours d'eau. Ce qui nous amène, à mon humble avis, à un résultat absolument absurde. Pourquoi? Bien, si on applique l'interprétation du ministère à un cours d'eau dont le lit d'écoulement a 1 mètre de large, mais qui possède également un littoral de 10 mètres de chaque côté, ce qui fait une largeur totale de 21 mètres, bien, le ponceau devrait donc avoir 16,8 mètres de large, soit 20 plus petit que le 21 mètres. On voit bien que ça ne se peut pas. Et s'il y en a qui ont un peu de connaissance, notamment de toute la situation de la baie Lavalière, mais dans la baie Lavalière, on est totalement dans le littoral du fleuve Saint-Laurent, de sorte que la largeur ne serait pas de 21 mètres, mais de 2 kilomètres. Hein? Mais lorsque le niveau de l'eau tombe en période d'étiage, le niveau du fleuve tombe en période d'étiage, vous avez des terres exondées dans la baie Lavalière, dans lesquelles il y a plein de lits d'écoulement, de petits cours d'eau qu'on appelle, je dirais folkloriquement, c'est la décharge des 5, la décharge des 10, la décharge des 21, etc. Ceux qui connaissent le secteur là, de Sorel, vous allez être familiers avec ça. Et chacun de ces petits cours d'eau-là, il y a plein de ponceaux dedans. Et des ponceaux dont la largeur est calculée sur le lit d'écoulement. Alors, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec la position du ministère de l'Environnement sur cette interprétation-là, d'autant plus que je constate que le législateur fait la distinction entre le lit d'écoulement d'un cours d'eau et le littoral, et ça apparaît au sein même du REAFI, à l'article 335.1, lorsqu'il est question de culture de végétaux dans le littoral d'un lac et d'un cours d'eau, ce qui correspond notamment à la situation de la baie Lavalière ou du lac Saint-Pierre. Et dans le littoral, dans ces parties de littoral-là, on nous dit donc qu'on peut cultiver à la condition de conserver une bande végétalisée constituée de végétaux vivaces sur une distance d'au moins 5 mètres de chaque côté des cours d'eau. Donc, c'est clair que dans le littoral, le législateur considère à certains égards parfois que la mesure réglementaire va ne s'appliquer que par rapport au lit d'écoulement. Alors, il y a une distinction à faire entre le lit d'écoulement d'un cours d'eau et le littoral. Bon, je constate que l'heure avance. Je vais vous parler quand même des passages à gué où, effectivement, le législateur est assez succinct à propos de l'aménagement des passages à gué. Article 339, paragraphe 4 du REAFI qui prévoit l'aménagement ainsi, et c'est tout. C'est la seule chose qui est indiquée, c'est l'aménagement d'un passage à gué d'une largeur d'au plus 7 mètres est exempté de l'article 22. Et les articles 6, paragraphe 5 et 7, paragraphe 5 du règlement provisoire assujettissent pour leur part l'aménagement d'un passage à gué d'une largeur d'au plus 7 mètres. Il y a cohérence là, entre les règlements provinciaux lorsque le passage est relié à un chemin ou un sentier autre qu'un sentier servant à l'activité d'aménagement forestier à la délivrance d'une autorisation municipale locale. Ce qui amène la question suivante, est-ce que les MRC peuvent réglementer les passages à gué quant à leur largeur maximale, par exemple en limitant à 5 mètres, ou pour la traverse en limitant l'usage ou l'utilisation des passages à gué à la traverse d'animaux seulement? Alors, oui et non. Hein? Est-ce qu'on peut réglementer ça vu le texte du règlement provincial? Alors, est-ce que, puis là, pour qu'on comprenne bien ma réponse, est-ce que ces dispositions empêchent les MRC de réglementer les passages à gué quant à la largeur? Oui, parce que là, on est carrément sur le même objet. Le gouvernement dit max 7 mètres. Est-ce que nous autres, on peut prétendre ramener ça à moins de 5 mètres en disant le plus, c'est-à-dire le plus, le moins est intégré dans le plus, là, vous le verrez comme vous voulez, ou on peut être plus sévère en autant qu'on respecte qu'on est à l'intérieur du 7 mètres, mais la jurisprudence dit non, là, on porte carrément sur le même objet. Mais quant au passage des animaux, de venir limiter au passage des animaux, non, je ne pense pas que la réglementation provinciale empêche une MRC de gérer ce sujet-là parce que la réglementation provinciale ne considère pas du tout
la finalité ou l'utilisation des passages à gué. Alors, encore une fois, ça m'amène à faire une distinction entre l'objet et le sujet dans l'actuel régime. Si le sujet, c'est le passage des animaux, Québec n'en parle pas, donc on peut nous en traiter. Écoutez, je constate qu'il est 13 heures. Je pense que ça ne vaut pas la peine d'aborder un nouveau sujet là, qui serait l'échange des compétences entre les municipalités locales et les MRC. Donc, je vous propose de clore ainsi notre présentation. Vous voyez, là, on aurait pu se donner d'autres exemples, traiter d'autres sujets. Peut-être on a brièvement abordé, avant que vous joigniez tous à nous, on a brièvement abordé la question d'un cours numéro 3 éventuellement. Vous voyez qu'il reste amplement de matière, encore une fois, d'autant plus que tout ça est appelé à être changé, puisque, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il y a des propositions de modification à venir. Alors, voilà, Manel, je te retourne la parole. Merci beaucoup, Maître Girard. En effet, c'est très, très riche, très complexe. Ce que moi je propose, c'est qu'on va envoyer le lien cet après-midi aux participants et la conférence, elle sera disponible sur notre site web du risque, enregistrée par les soins de ma collègue Valérie, que je remercie d'ailleurs au passage pour son excellente organisation de ces webinaires-là. Et on peut mettre, si vous voulez, Maître Girard, le lien de votre adresse courriel. Si jamais les municipalités ont des questions plus précises, ils peuvent vous contacter. Et là, ça sera vraiment, ça sera pas dans le contexte de collaboration avec le risque, ça sera vous avec les municipalités, parce qu'on voit très, très bien la complexité de la chose. Et on comprend aussi qu'un enjeu local, on ne peut pas arrêter toute activité humaine sur le territoire en attendant qu'un règlement soit adopté. Donc, c'est très délicat. Merci infiniment de votre temps, de votre générosité. Merci à tout le monde. Merci aux participants. C'était vraiment, on était très heureux de vous accueillir. Malheureusement, on n'a pas le temps de recevoir vos questions. Par contre, comme je vous l'ai dit, ma collègue Valérie va vous envoyer l'adresse courriel de Maître Girard. Si vous avez des questions terrain, des questions territoriales, n'hésitez pas à le contacter et votre adresse courriel sera aussi disponible sous l'enregistrement sur notre site. Mais écoutez, à moins, on peut peut-être prendre une ou deux questions ou interventions là, s'il y avait des gens. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Je veux pas. Mais manifestement, d'habitude, ça réagit plus que ça. Je ne sais pas si c'était trop clair ou absolument pas clair. Mais, donc, s'il y en a qui ont une intervention à faire, on peut prendre 2-3 minutes. J'ai vu M. Lapointe ou Sylvain Lapointe ouvrir sa caméra. Est-ce que vous voulez intervenir? Avez-vous une question? Non, pas du tout. Non. Parfait. Donc, s'il n'y a personne qui veut lever la main ou poser une question, on va clore ainsi ce webinaire. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence. Ce fut un plaisir de vous avoir. Merci infiniment.